Un 2, un 2. Tout le monde m'entend, c'est bon? Parfait. Bon, bah, bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir chez Deezer. On a pour coutume d'accueillir assez régulièrement, en ce moment c'est quasiment chaque semaine, des meet-up qui regroupent à la fois nos communautés techniques, mais aussi des communautés en externe. La vocation, elle est simple, c'est de pouvoir partager des savoirs, nos expertises, en apprendre aussi des nouvelles sur des environnements complètement différents. Et là, je trouve qu'on a un très beau panel ce soir de sujets alliant une dimension académique, une dimension plus business, on va dire. Et donc voilà, on accueille régulièrement dans nos bureaux. Là, c'est le siège parisien de Deezer. On a des bureaux un peu partout à l'étranger. Et on a une population tech qui est à peu près de 160-170 personnes. Exclusivement basée à Paris, mais bientôt on va ouvrir un bureau à Bordeaux, donc on va avoir aussi des sujets en province. Voilà, je vais laisser la parole à Paris Data Ladies, et puis on va commencer. Bonne soirée. Merci. Bonsoir, bienvenue à cette 6e édition du Meetup Paris Data Ladies. Donc pour rappel, le Meetup a été créé il y a un petit peu plus de 2 ans par Quantmetry. Et il est parti du constat assez simple les femmes sont peu représentées dans les métiers scientifiques, techniques donc surtout de la data science en l'occurrence. Et donc la volonté, c'est de promouvoir la parole des femmes dans le milieu de la data. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir avec un programme très riche. Donc on va avoir 4 intervenantes. La première, ça sera Huican Xiang, Data Engineer chez Deezer, qui nous parlera de Spark Streaming. Ensuite, on aura Marie Defaverge, qui est doctorante avec la SNCF, qui parlera d'un sujet d'actualité, puisqu'elle nous parlera de la modélisation des retards de train. Et ensuite, on aura Sophie Monnier, Data Scientist chez Quantmetry, qui nous parlera de son sujet de thèse sur la géophysique, et apparemment c'est cool, on verra ça. Et enfin, on terminera par une intervention de Véronique Chauveau, qui nous parlera de son association Femmes et Mathématiques. Voilà, donc on attaque tout de suite par le talk de Huican. Bonsoir à tous, bienvenue. Je m'appelle Huican. Aujourd'hui, je vais vous parler de Spark Streaming, de 101 à production. D'abord, je me permets de me présenter. Je m'appelle Huican. Je suis data engineer dans l'équipe Cortada de Deezer. J'ai 7 ans d'expérience dans le domaine Big Data. J'ai été toujours dans les ambiances très dynamiques comme celle de Deezer. Et l'équipe Cortada, qu'est-ce qu'on fait et avec qui on travaille? Comme vous le savez, Deezer est une plateforme qui fournit de musique streaming. Et les utilisateurs qui viennent sur notre appli, qui écoutent la musique, toutes ces interactions qui vont être collectées sous forme de log et envoyées vers notre cluster Hadoop. Aujourd'hui, c'est notre in-house data warehouse. Et puis, ces logs vont être traités avec des classiques ODL, filtrés, transformés et s'en servir pour nos internes data utilisateurs. En interne, tout d'abord, on a une équipe recommandation et moteur de recherche personnalisé qui utilise ces données. Et ensuite, on a une équipe analytics qui aide pour mieux connaître notre product features. Et ensuite, on a une équipe royalties qui, pour mieux connaître comment rémunérer nos artistes. Enfin, une équipe CRM qui utilise ces données pour pousser des campagnes emailing, newsletter, etc. Pour vous donner une idée à quelle échelle on travaille avec, aujourd'hui, Deezer a quand même un grand volume de données. Par mois, on a 14 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Et par jour, on continue à accumuler
2,5 TB de données. Depuis 2007, Deezer est fondé. On a jusqu'à maintenant 1,5 petabyte de données historiques. Toutes ces données-là, qui s'en servent pour cinquantaine de data engineers et data scientists en interne, ils ont développé 1900 de jobs au quotidien qui sont schedulés et processés sur nos clusters avec 100 machines. Depuis un moment, notre équipe face à une problématique, c'est que ces data utilisateurs qui nous demandent toujours mettre à la disposition ces données avec un délai exigeant, donc le plus vite possible. D'où vient l'importance de rendre ces données en temps réel. Pour illustrer, je vous donne un exemple un peu caricaturé. Imaginons qu'on a un utilisateur qui, pour la première fois, vient sur Deezer, qui écoute la musique Mozart, ensuite Beethoven. Donc, si notre recommandation engine, entre-temps, idéalement, c'est apprendre que c'est un utilisateur qui a des cours de musique classique. Si ce fait n'a pas été pris en compte en temps réel assez rapidement, peut-être elle va tomber sur Despacito. Donc aujourd'hui, on sait bien le gérer, mais sans real-time analytics, on n'arrive pas à faire. Donc, c'est pour ça que Data Analytics en temps réel, c'est super important. Comme dans l'exemple, je viens de vous montrer, recommandation et moteur de recherche, ils utilisent ça pour mieux comprendre, mieux pousser les contenus cohérents. Ensuite, BI pour faire des A/B testing plus rapidement. Et on a aussi une équipe qui utilise ça pour faire fraude, détecter les fake fans le plus rapidement possible. Et CRM pour avoir plus rapidement les campagnes emailing, les interactions avec les utilisateurs. Donc, imaginons on a toutes ces données. La solution classique, c'était toujours un batch. On peut augmenter la fréquence de batch pour faire en sorte que s'approcher au fait de temps réel. Mais le mieux, ça sera toujours de faire un flux continu. Donc, quelle est la différence exactement entre batch et temps réel? Imaginons que vous avez une requête qui tourne sur 2 ans de données, quelques terabytes, que ça va prendre énormément de temps, qui travaille sur un grand volume de données, par contre, qui vous permet de faire des analytics très compliqués. Or que streaming, on introduit un concept de fenêtre de temps glissant. Chaque processing en focalisé sur ces fenêtres de temps. On travaille sur un petit morceau de données avec une temps de réponse plus intéressant. Par contre, depuis longtemps, les streaming solutions qui ont un défaut, c'est qu'ils n'arrivent pas à introduire des fonctions analytics compliquées. Et juste après, je vais vous introduire Spark Streaming, qui a corrigé ce défaut, apporté beaucoup d'analytics fonctions très riches, adaptées à nos besoins. Donc c'est pour ça, une des raisons, on a choisi Spark Streaming. Et une autre raison très importante, c'est qu'aujourd'hui, chez Deezer, on a déjà utilisé Spark comme batch, comme un engine de batch. Et parce que aussi Spark Streaming qui nous permet d'intégrer des différents flux au travers des différents API, différents moyens. Et aussi, il est distribué, les données sont partitionnées. Pour vous mettre dans le contexte, comprendre comment ça marche exactement en Spark Streaming, je vous ai préparé un exercice. C'est un exercice assez pédagogique. Et j'utilise l'API de Twitter, l'exemple de tweet. En gros, c'est un exemple qui va calculer les top hashtags de dernier X temps cumulés. Vous allez me demander pourquoi je n'utilise pas les données de Deezer. D'un côté, parce que les données sont sensibles, et puis
comme c'est un exercice pédagogique, je vais vous partager les codes sources. Vous pouvez pratiquer chez vous. Donc, pour faire fonctionner un streaming application, on a besoin de plusieurs composants. D'abord, la côté source et puis la côté réception. Le source, c'est le Twitter API. Et la réception, je vais vous montrer une application visualisation juste pour afficher les données cumulées et calculées par streaming application. Au milieu, le cœur de nos sujets, qui est un process, une application qui tourne en local, consomme que 2 cœurs, très peu de mémoire, avec un temps de patch tous les 2 secondes. Et le query sémantique, il s'agit d'une fenêtre de temps de 10 minutes. Donc vous allez voir, ça sera des top hashtags de dernières 10 minutes, rafraîchis tous les 2 secondes. Voilà mon GitHub. Et puis je vais vous lancer une vidéo préenregistrée. Je vais accélérer un peu, comme c'est un peu long. Donc, voilà pour commencer streaming. Il faut que la réception soit au courant de recevoir les données. Donc on lance d'abord la côté dashboard. C'est une application en Flask. Donc, si on allait sur le dashboard pour le tout début, il est vide. Ensuite, on va lancer le streaming application. Donc voilà la configuration locale qui utilise 2 threads avec un intervalle de 2 secondes. J'ai pas mis de filtre, mais j'avais pensé à mettre les filtres comme Data Lady. Pourtant, c'est pas encore un sujet très, on va dire, très taqué. Donc, pour juste avoir un bon effet de démo, j'ai choisi d'enlever ce filtre. Donc, vous allez voir, les messages vont arriver. Ça, c'est les trending hashtags. Quand je faisais ce démo, c'était vendredi, la semaine dernière. Donc, ça peut changer. Donc, voilà, l'idée, c'est avec la configuration que j'ai mis, tous les 2 secondes, calcule dernière 10 minutes de hashtag le plus populaire, les top 20 que vous avez vu afficher ici. Et puis une autre vue intéressante, je voudrais vous montrer, c'est une vue synthétisée pour streaming application, en gros, qui vous raconte combien de batchs qui a processé et combien de tweets qui a été traité et la bande passante. Par exemple, on a par seconde 30 tweets qui passent et le temps de processing par batch moyen, on a 300 000 secondes. Et en bas, tous les batchs en cours de traitement et les batchs qui ont été complétés. On va s'arrêter là. Ensuite, on va rentrer un peu dans le code, comment on a réalisé ça. Donc, pour le processing detail, vous pouvez mettre une fréquence que vous voulez. Ensuite, brancher avec le stream que vous souhaitez. Avec une query sémantique, comment requêter ces données en temps réel. Et en tout cas, c'est la même query quand vous faisiez en batch. Ces données, une fois c'est calculé et transformé, vous pouvez envoyer vers une sync ou une réception de votre souhait. Donc, de cette architecture démo, on a inspiré pour faire la même chose en prod. Donc, au lieu de brancher sur Twitter, on a monté un cluster Kafka en local chez Deezer.
Et on a pensé à contrôler les bandes passantes, on a pensé à tuner les mémoires consommées, et on a mis tout un tas de monitoring sur nos systèmes. Et les données sont stockées dans Hadoop Cluster. Et puis, un composant super intéressant pour moi, c'est le schema registry. De quoi il s'agit, ce composant? En fait, il faut comprendre qu'un streaming application, c'est une application qui tourne 7 sur 7, 24 sur 24. Et on devrait éviter toutes les interruptions de streaming application. Donc, par contre, il y a un type de changement qui arrive souvent, c'est les changements de schéma de message. Ce composant-là, qui nous permet de faire en sorte que la source et la destination puissent synchroniser ce genre de changement sans arrêter le streaming application. Pour vous donner une idée, les résultats, donc on arrive à mettre en production quelques flux importants. L'un des flux, c'est le flux d'écoute chez Deezer. Et on a réussi à rendre ces données requêtables sous 1 minute, sachant que ce délai-là, avant, c'était au moins 1 heure, quelques heures ou des jours. Et la bande passante, on arrive à tenir, genre les peak hours, on arrive à traiter 4000 records par seconde, qui est équivalent de 6 mégabytes par seconde. Juste avec ce charge-là, on arrive à traiter juste avec 3 exécuteurs, chacun 2 cœurs et 4 gigabytes de RAM. Donc on se contente de ce résultat aujourd'hui. Et pour le next step, on va mettre en place plus en plus de pipelines en mode temps-head. Et on est aussi très content de ce choix techno, Spark Streaming. On va continuer à synchroniser avec tous les nouveaux features, les releases, les fonctions qu'il nous a fournies. Et à long terme, on pense à construire un peu un univers un peu différent. Si vous remarquez, dans ma presse, il y a toujours une notion de monde transactionnel et monde analytics. Donc vous voyez le gap entre les deux. Idéalement, ça sera un système pour tout le monde. Tout le monde peut être consommateur d'un message. Tout le monde peut être producteur d'un message. Donc, si vous trouvez ces projets intéressants, n'hésitez pas à consulter notre badge job et on recrute dans notre équipe et dans les autres équipes data scientists et data engineers. Merci à votre attention. Si vous avez des questions. Ok. Une. Je fais le tour. Ça, tu pourras bien discuter. Oui, bonsoir. Oui, je voulais savoir si vous aviez envisagé le Kafka Streams pour le streaming. Kafka Stream. On va peut-être réfléchir autrement. En fait, là, c'est vraiment orienté analytics. Si on pense à Kafka, on a bien choisi peut-être un autre techno comme Akka, les technos plus bas niveau que Spark. Voilà. Question encore ou pas? Ok, merci à vous. On passe à la prochaine. Du coup, je reste à côté de... je vais faire ta cliqueuse, je vais faire un sort de forme. Ok, non, mais sinon,
je reste là et je clique. Limite, ça m'aide aussi à voir où j'en suis. Aussi la présentation, ouais. Ah, génial. J'avais envoyé, je sais pas. Moi, tu m'as envoyé, mais je peux la retrouver, je pense. Si tu peux l'envoyer, peut-être sur le week-end. Enfin, c'est un autre démo, mais on peut, pas de problème. Ah, mais sinon, tu te connectes à ta boîte mail, hein, si tu veux. Ouais. Et après, quelque part, on efface le code. Par contre, ça marche pas sur le Mac. Ça va le faire. Parce qu'on va être obligé de mettre soit LibreOffice, mais du coup, parce que avec son PDF, il est vraiment pas joli. Les images sont pépites, mais du coup, on va être obligé de le faire avec ce PC-là, ça va être LibreOffice, et du coup, il y a des slides pour sauter. Ouais, non, ça va pas. Et si on se met en PDF, on n'est pas content d'être en PDF. Mais en fait, les images, elles sont vraiment. Tu vois, c'est pour ça que ça marchait pas. Même avec la projection. Ouais, ça marchait. Ah ouais, ça marchait très bien. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais ce truc de merde. Mais moi, avec le Mac, c'est clairement que j'ai pas de problème. Bah, sinon, peut-être qu'on peut essayer avec le Top Mac là. Enfin là, en même temps, j'ai l'impression que c'est la connectique, c'est pas ton Mac. Hein. Ouais. Moi, je comprends que ça marchait, je vous ai vu, c'est pour ça que je me suis pas plus inquiété. C'est un DGR qui Là, ouais, ça. Ça, c'est un anti-HDMI. Ah, j'essaye du coup. Ouais. Le clicker, hein. Ouais. Au moins, tu auras le clicker. Ouais, c'est bien. Vraiment côté positif. Ouais. Le format, elle est ah oui, non, c'est bon. Et attends, je vais te le brancher à l'arrière. Ouais. On a testé avec un petit copain. Tu vas rire, mais ça passe pas non plus. Le MacBook Pro est beaucoup trop épuré. Pas évolutif. Non, attends, on va tenter comme ça. Attends, mais est-ce que c'est un Mac aussi pour Windows? Bah oui.
Il les ouvre en ligne là. Ouais, c'est le... Ah non, bah. Tu l'avais téléchargé sinon ou pas? Bah, normalement, j'avais téléchargé. Ouais, c'est là. Non, ça, il les ouvre dans le truc. Présentation Marie. Oui, duplique pas l'écran. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marie de Faverges, je suis en 2e année de TASSIF chez SNCF Réseau, qui est aussi encadré au CNAM. Et je travaille sur un projet mixte recherche opérationnelle et apprentissage statistique, donc pour la modélisation des retards. Donc, je vais d'abord vous présenter le problème ferroviaire auquel je vais essayer de répondre. Donc, en fait, je m'intéresse au routage des trains en gare. L'objectif principal, c'est de fournir ce graphique-là. Donc, il y a les voies ici et le temps là. Et en gros, chaque trait, ça correspond à un train qui va occuper la voie donnée pendant la durée de temps qui correspond à la longueur de l'intervalle. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire, surtout dans les grandes gares, parce qu'on a beaucoup de trains qui arrivent, on a beaucoup de contraintes. L'infrastructure est assez complexe. Donc là, par exemple, c'est la gare Montparnasse. Et en fait, les trains arrivent sur les voies de droite, et les quais sont ici. Et on a plein d'itinéraires qui se croisent, plein d'aiguilles, plein de contraintes commerciales, etc. Donc, pour l'instant, c'est fait à la main. Par exemple, on a ici un schéma avec les corrections manuelles. Donc, et mon équipe a développé en fait un outil d'optimisation qui permet de le faire donc en quelques minutes avec la programmation linéaire en nombre entier. Donc l'idée, c'est qu'on va se donner la liste des trains qui arrivent et qui repartent, toute une description de l'infrastructure de la gare, donc avec les itinéraires, comment ils se croisent, etc. Et on va créer des variables booléennes qui affectent en fait un train, un itinéraire, et on va contraindre ces variables booléennes. Donc en fait, c'est un problème qui est NP complet, donc on ne peut pas le résoudre en temps polynomial. En pratique, la taille d'une gare, ça reste assez normé, donc on va avoir, pour la gare Montparnasse, 800 arrivées et départs, et 1000 itinéraires, donc d'arrivée plus 1000 de départ. Donc ça, en termes de combinatoire, ça monte assez vite, on a des millions de contraintes et de variables, mais on arrive à peu près à le résoudre, c'est en quelques minutes. Sauf que, dans le cadre de la SNCF, les trains arrivent un peu en retard, donc ça compromet la faisabilité de ces plannings. Et en fait, par exemple, si on regarde ici, on a 2 trains qui vont succéder à peut-être même pas 10 minutes d'intervalle. Donc dès qu'un train arrive en retard, il va propager son retard aux autres trains, surtout en gare où l'infrastructure est partagée. Donc on a quelques stratégies qui permettent d'augmenter la robustesse de ces planifications. Donc l'idée générale, c'est d'identifier à l'avance les situations qui sont où on a un risque potentiel de propagation de retard. Donc, par exemple, ici, on va avoir un train bleu qui va passer, puis le train vert qui va passer juste après par le même point. Et on va imposer un temps minimal entre les 2 passages. Donc ça va être le M1 ici. Donc on est obligé de respecter ce laps de temps, par exemple, pour mettre les aiguilles en place.
Et en fait, si on a un train qui va arriver dans un temps un peu trop court après le premier train, donc moins de m2 minutes après, on va identifier cette situation comme étant potentiellement risquée. Et en fait, ça marche assez bien déjà, mais le problème, c'est que ça demande un paramétrage qui est un peu arbitraire. Donc, fixer M2, c'est pas forcément facile. On n'a pas de prise en compte de la réalité. Et ensuite, il faut savoir pénaliser ces situations dans le modèle global, ce qui est pareil, toujours très arbitraire. Donc, l'idée de ma thèse, c'était d'exploiter les données qu'on a à la SNCF pour proposer un meilleur paramétrage de cet outil. Donc, réussir à mieux cibler qu'est-ce qui correspond à un risque potentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, par exemple, dans le schéma précédent, si les deux trains arrivent parfaitement à l'heure, il n'y a pas forcément besoin de prévoir des marges. Par contre, si le premier train a un risque de retard, il faudrait anticiper un peu. Sauf qu'en pratique, c'est pas facile à faire, parce qu'on a quand même pas mal de trains qui arrivent à l'heure. Donc là, par exemple, j'ai un histogramme des TGV qui arrivent à Montparnasse, avec le retard en minutes en dessous. Et en fait, on a plus de la moitié des trains qui arrivent à l'heure ou un peu en avance. Et on a une décroissance exponentielle très très rapide après. Donc ça complique un peu la tâche, donc le fait de prévoir à l'avance les retards. Parce que dans mon cas, je m'intéresse à des prédictions qui sont faites au moins un jour en avance pour permettre de modifier les planifications. Donc je me suis concentrée sur le fait de prédire le risque de retard plutôt que prédire un retard précis, donc en estimant la loi de probabilité. Et de m'intéresser exclusivement à ce qu'on appelle des petits retards. Donc c'est des retards qui seront inférieurs à 20 minutes. Pour deux raisons. Déjà, les retards supérieurs à 20 minutes, c'est des causes complètement absurdes. Ça va être un sanglier sur une voie ou quelqu'un qui oublie sa valise dans le train. Et ensuite, en termes de robustesse, ça ne sert à rien de se protéger contre un retard qui est supérieur à 30 minutes, enfin à 20 minutes même. Parce qu'il est 30 minutes ou 4 heures de retard, ça va être pareil, ça va être compliqué à faire router en gare et on ne pourra pas garder le planning de base. Donc la méthodologie que j'ai adoptée, c'est classique. Donc il y a toute la phase de collection de données. Donc, dans mon cas, je prends les données qui sont disponibles au moins un jour en avance. Donc, j'ai tout l'historique des retards, ce qui permet d'avoir l'origine du train, son temps de stationnement dans chaque gare, etc. Quelques données sur les grands travaux qui sont effectués sur le réseau, les données météo et le calendrier de vacances scolaires. Donc, pour la partie création du dataset, du coup, il y a tout un travail d'encodage des données qui peut avoir pas mal d'influence, notamment quand on regarde comment encoder les trajets des trains. Il faut filtrer les retards. Donc on va déjà enlever les retards supérieurs à 20 minutes, enlever les retards un peu absurdes, les données manquantes, etc. Et la sélection de variables, qui ici est assez importante, parce qu'on a beaucoup de données redondantes. Finalement, par exemple, l'origine, ça va être très corrélé avec le nombre d'arrêts parcourus. Enfin, un train qui vient de Toulouse, un train qui vient de Tours, ça va être pas le nombre d'arrêts. Enfin, la modélisation. Donc, dans mon cas, j'utilise des modèles linéaires généralisés à la phase de validation. Et ensuite, on a une prédiction de loi de proba qu'on va pouvoir réutiliser dans le modèle de recherche opérationnelle. Donc, les modèles linéaires généralisés, c'est une généralisation des régressions linéaires simples. Une régression linéaire, on va émettre l'hypothèse que notre variable suit une loi normale et avec une variance constante. Donc, nous, comme on a vu, les retards, ça suit une loi qui est exponentielle plutôt. Donc, là, assez mal modélisée par la loi normale. Et donc, en fait, dans un GLM, on va avoir la variable y qui va suivre une loi de la famille exponentielle. Donc, ça peut être une loi exponentielle, ça peut être une loi binomiale, comme pour la régression logistique, etc. Et on va modéliser par une régression linéaire une fonction du paramètre de cette loi. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai adopté j'ai essayé avec une loi négative binomiale. Donc, c'est une loi discrète exponentielle. Et c'est une loi qui a deux paramètres. Du coup, j'ai y qui va suivre cette loi négative binomiale. Et je vais modéliser log de mu et log de sigma, qui sont les deux paramètres, par deux régressions linéaires différentes. Et on va voir x1, x2, ça va être les matrices de covariate, qui vont être... du coup, on va sélectionner features de manière indépendante sur chacun des paramètres. Donc en pratique, ça va me permettre de calculer la loi de probabilité globale de chaque train, puisqu'on va prédire pour chacun des trains ces deux paramètres de proba. Donc par exemple, j'ai représenté ici 3 trains que j'ai tirés aléatoirement dans mon set de données. Donc 2 trains qui viennent de La Rochelle, un train qui vient de Nantes. Et on obtient des lois de proba qui sont du coup différentes pour chacun. Mais là, la grosse difficulté qu'on a, c'est comment est-ce qu'on peut être sûr que ces probabilités sont les bonnes. Donc par exemple, ici, le train rose, il arrive avec 2 minutes de retard. Le train orange qui est juste en dessous avec 16 minutes et le train vert avec 0 minutes. Ce qui n'est pas forcément cohérent avec ce qu'on observe en termes de risque.
puisque le train vert, c'est celui qui a 30% de chance d'arriver à l'heure, et pourtant ça arrive. Et alors que le train qui est plus ponctuel, normalement, arrive avec 15 minutes de retard de plus. Donc là, c'est le défaut d'homogénéité entre la prédiction et l'observation qui pose problème dans l'étape de validation. En fait, il y a des méthodes qui existent pour les prédictions binomiales, donc notamment la régression logistique, où on prédit une loi de probabilité binaire. Et ce qu'on observe du coup dans ce cas-là, ça va être deux aspects, ça va être la calibration et la discrimination. Donc c'est deux qualités qu'on aimerait observer dans nos probabilités. Donc, la calibration, ça correspond au fait d'avoir des prédictions qui correspondent à ce qu'on observe. Donc, par exemple, dans mon cas, si je prédis qu'un train a 50% de chance d'arriver exactement à l'heure, ben on veut qu'en pratique, on ait effectivement un train sur deux qui arrive à l'heure. Et la discrimination, c'est le fait de réussir à repérer différents niveaux de risque parmi les trains. Donc, par exemple, avoir des trains où on va être sûr à 90% de chance qu'ils arrivent exactement à l'heure et d'autres où on va prédire que ça va être seulement 40%. Donc moi, comme j'ai une loi qui est pas continue, mais qui n'est pas binaire, je vais discrétiser mon problème en regardant en 20 points différents et en regardant la probabilité d'arriver avec plus ou moins, par exemple, que 5 minutes de retard. Donc je vais faire ça pour toutes les minutes. Maintenant, je vais présenter les deux méthodes que j'utilise pour tester cette qualité. Donc pour la calibration, on peut faire ça soit graphiquement, soit statistiquement. Donc c'est d'après la même méthode dans les deux cas. On va du coup prédire pour chaque pas de temps la probabilité d'avoir un retard supérieur à ce t. Donc, par exemple, la probabilité d'arriver avec un retard supérieur à 1 minute, comme c'est fait sur le schéma. On va trier tous les trains par probabilité de succès croissante, donc probabilité d'arriver en retard. Et on va séparer en G groupes de taille égale, donc basés sur les quantiles. Et ensuite, ça va permettre de comparer en agrégeant les données. Donc, c'est ce qu'on observe du coup sur ce graphique-là. Par exemple, là, on a un groupe qui a 0,25 de moyenne de probabilité prédite. Et on observe qu'en pratique, on a effectivement 25% de trains qui arrivent avec un retard supérieur à 1 minute. Donc l'idée, c'est qu'on a un modèle qui est bien calibré quand on est sur la diagonale. Donc ça, c'est pour la méthode graphique. En fait, on peut le faire statistiquement aussi, avec ce qu'on appelle le test Osmer-Lemcho. Donc ça va être à peu pareil. Donc on trie les trains par probabilité de succès, on les sépare en G-groupes de taille égale. Après, on calcule cette statistique, en gros, qui compare les observations avec les prédictions au sein de chaque groupe. Et l'idée, c'est que cette statistique, elle suit une loi du Qui2 avec G-2 degrés de liberté. Et en fait, on a l'hypothèse nulle que notre modèle fit nos données, et on va pouvoir se considérer comme étant un modèle calibré si on n'arrive pas à rejeter l'hypothèse nulle. Donc, notre p-valeur est non significative. Donc, en pratique, ça ressemble à ça. Donc là, c'est une régression logistique qui va dire si les trains sont en retard ou à l'heure, donc exactement 0 minutes de retard ou plus. Et là, on a donc 10 groupes. Par exemple, si on regarde le deuxième groupe, ça va être les probabilités entre 0,29 et 0,34 d'avoir un retard supérieur à 1 minute. Et on observe 384 trains qui arrivent à l'heure. Et on en a prédit 394. Donc on va comparer comme ça ce qui est prédit et ce qui est observé. Donc de ce côté-là, on a la formule de la statistique, H qui vaut 6,17. Et si on regarde sur le graphique avec la loi du Qui2, à G-2 degrés de liberté, on a la zone rouge qui est la zone de rejet, là où on ne pourra pas se considérer comme calibré. Et donc dans notre cas, on est pile dans le pic, donc ça va plutôt bien. Donc pour la discrimination, je rappelle, c'est le fait d'arriver à repérer différents degrés de risque dans les prédictions. On utilise la courbe ROC. Donc, je ne vais pas trop vous réexpliquer, mais c'est un... En fait, l'aire sous la courbe ROC, elle va correspondre avec la probabilité que si on a un train qui arrive à l'heure et un train qui arrive en retard, la probabilité de retard est supérieure pour celui qui est effectivement en retard que pour celui qui est à l'heure. Donc j'ai fait ça sur mon set de données, donc avec un GLM qui suit une loi négative binomiale qui est entraînée sur 17 000 trains. Et après, je teste du coup pour chaque minute les probabilités d'arrivée supérieures à chaque pas sur des données inconnues, donc de 6 000 retards. Pour la ROC, on a finalement des performances qui sont assez constantes et pas forcément incroyables. On est entre 0,65 et 0,70 d'air sous la courbe ROC. Mais pour la calibration, c'est plutôt pas mal. Il y a juste pour 4 minutes où on n'est pas calibré, mais pour le reste, on n'arrive pas à rejeter l'hypothèse nulle.
Donc pour conclure, l'objectif de ma thèse, c'est de prédire les retards quelques jours en avance pour améliorer les planifications, donc proposer des planifications qui anticipent les retards les plus probables, et afin d'à terme limiter la propagation des retards en gare. Donc les modèles linéaires généralisés sont pas mal pour ça, ça permet de prédire une loi de proba pour chaque train individuel. Et donc on atteste la validation et la calibration, qui sont tous les deux nécessaires comme aspects pour améliorer les prédictions, puisque on aura besoin de faire confiance dans les probas quand on va décider de protéger certains itinéraires, par exemple. Et finalement, pour l'instant, le modèle a plutôt une bonne calibration, mais il faut encore un peu travailler à la discrimination. Donc, je vous remercie. Ouais, merci pour la présentation. Est-ce qu'à la SNCF, vous envisagez peut-être de mettre en production ce qui a été fait à terme, ou c'est sur la to-do très très loin? Alors, déjà, moi, je ne suis pas dans une équipe data à la SNCF, je suis dans une équipe recherche opérationnelle. Donc, on n'est pas trop sur ces industrialisations de données. Oui, mon équipe aimerait bien, mais sûrement à la fin de ma thèse, pas avant, je pense. D'autres questions? De toute façon, si vous voulez poser des questions après, il y a le buffet, hein, c'est aussi bon pour ça. Ok, merci. On espère qu'il n'y aura pas de problème technique. En attendant, je peux vous parler de l'Australie, si vous voulez, car le talk de ce soir est à propos du sujet de ma thèse que j'ai fait en Australie, à Perth. Donc si vous avez des questions ou vous êtes curieux, je vous en prie. Sinon, je peux vous raconter des histoires. Oui. Super. Ah non, mais ça marche pas, ça, du coup. Bah, sauf si vous pouvez le mettre dans le... Ah si. Ah. Oh là là. Je me sens... Alors. C'est vrai, c'est bon. Oh là là. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'avoir l'opportunité de vous parler ce soir. Et je vais vous emmener dans un univers différent des deux derniers talks, parce que ça ne va pas être du machine learning à proprement parler, mais ça va parler de data aussi, donc j'espère que ça va vous intéresser. Et ce sera sur le sujet de la géophysique, qui est l'étude de la structure de la Terre, avec des simulations à partir de la physique et de l'informatique. Donc pour me présenter brièvement, moi je suis Sophie Monnier, ça fait quelques mois que je travaille en tant que data scientist chez Quantmetry, mais dans une autre vie, j'ai vécu en Australie et voilà, je suis rentrée il y a quelques mois. Donc c'est parti. La première chose que je veux vous dire ce soir, comme Charlotte l'a dit, c'est que la géophysique c'est cool, et en gros, pourquoi est-ce qu'on en fait? Pourquoi est-ce que c'est utile? Et comme vous, dans le contexte de la data science, on utilise des data, on utilise des modèles. Donc en gros, c'est quoi nos data, c'est quoi nos modèles en géophysique et dans le cas de ma thèse. Des méthodes d'optimisation qui nous servent à développer des modèles de structure de la Terre. Le mien s'appelant Full Waveform Inversion, dont je vous parlerai un petit peu. Et enfin, les résultats et les impacts pour tout ce qui est la connaissance de la structure du continent australien. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait de la géophysique pour commencer? Eh bien parce qu'en fait, c'est presque le seul outil dont on dispose pour connaître la structure de la Terre en profondeur. Donc on repart dans nos petits schémas que vous avez pu voir dans les cours de SVT en première et en terminale. Voici la planète Terre avec sa croûte, son manteau et un cœur liquide, un cœur solide.
Et si on fait un petit zoom ici dans la partie peu profonde, vous avez pu voir des graphes, vous connaître un petit peu qu'on a de la croûte continentale, de la croûte océanique. Et ce petit rectangle jaune que vous voyez là, c'est en gros le forage le plus profond du monde, qui a été creusé entre 1970 et 1989 dans la province de Kola en Russie, et qui a atteint une profondeur de 12 km après avoir été creusé pendant presque 20 ans. Donc tout ça pour vous dire que si on compare ça au rayon de la Terre, on pénètre pas très profond. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut connaître la structure de la Terre et comment est-ce que je sais de quoi je suis en train de vous parler ce soir? Eh bien, alors du coup... Ah non. Du coup, comment je fais pour la vidéo? Ah! C'est là. Non. Tu peux me la player, sinon? Me la player. Ok. Bon, du coup, eh bien, on peut utiliser de l'information qu'on enregistre par des données de séisme, par exemple, des ondes sismiques. Donc, si on regarde cette animation et que vous avez un séisme qui va être généré dans la subsurface et qui se propage à l'intérieur de la Terre, eh bien, ces ondes sismiques vont se propager un petit peu partout. Et si nous avons la bonne idée d'enregistrer ces ondes sismiques en surface sous forme de séries temporelles à divers endroits du globe et qu'on calcule la différence entre les temps d'arrivée des ondes sismiques, eh bien, on peut avoir l'information sur la structure de la Terre. Donc ça, c'est notamment l'importance de tout ce qui est la sismologie des séismes qui va vous permettre d'analyser et de prédire les risques sismiques à l'échelle de pays ou de continents, comme par exemple au Japon, en Californie ou en Turquie, où les risques sismiques sont très élevés. Dans un contexte un petit peu plus industriel et lucratif, comme l'industrie pétrolière, on va s'intéresser à des échelles beaucoup moins profondes. Donc typiquement, ça va être 4-5 km sur quelques dizaines de kilomètres. Et on va développer des images, comme celles que vous voyez ici, qui représentent en fait des couches géologiques enfouies sous la subsurface. Donc cette photo représente... Alors là, vous avez le fond de l'océan au large du Brésil, dans la province de Campos. Et ce que vous voyez ici, c'est notamment des dômes de sel qui se trouvent enfouis à peu près à 3 km sous le fond de l'océan. Et ici, vous avez des couches de basalte et vous avez de très grands réservoirs pétroliers quelque part enfouis là-dedans. Et donc, ce qu'on fait en géophysique, c'est l'équivalent presque parfait de faire une échographie d'un fœtus. Ceci, on appellerait ça de la tomographie médicale, et ça, on appelle ça de la tomographie sismique. Donc, moi, je m'intéresse à développer ce type d'image dans le cadre de ma thèse. Et donc, nous partons en Australie, au large de Western Australia, dans cette petite zone que vous voyez là, sur le plateau d'Exmouth, qui représente en fait l'ancien endroit de division entre l'Australie et le continent antarctique, car il y a très longtemps, ils étaient fusionnés. Et le gouvernement australien a acquis, il y a quelques années, ce qu'on appelle une OBS fleet. Donc OBS veut dire Ocean Bottom Seismometer, et ce sont en fait des petits capteurs qui vont être placés sur le fond de l'océan et qui vont enregistrer des ondes sismiques. Et donc, leur fleet a été acquise, l'acquisition inaugurale a été acquise avec les récepteurs déplacés ici au fond de l'océan, à des profondeurs entre 400 et 1200 mètres de fond de mer. Et l'idée était de caractériser la structure profonde du continent australien en dessous de cette ligne par le petit schéma que vous voyez ici. Donc, les questions auxquelles j'essaie de répondre étaient de développer une image à haute résolution en dessous de cette ligne d'acquisition pour connaître la structure du continent australien, investiguer sur ce type de dataset que je vais vous montrer la performance d'algorithmes d'optimisation, ou qu'on appelle dans le contexte de la géophysique d'inversion, et enfin s'intéresser à la performance d'un projet que je vais appeler hybride, parce qu'on s'intéresse à des profondeurs entre 5 et 30 km, qui se trouvent donc parfaitement à cheval entre ce qu'on fait dans la géophysique pétrolière et la géophysique de séisme. Du coup, on a besoin de data et on a besoin de modèles. Donc à quoi ça ressemble dans le domaine de la géophysique? Je commence par faire un petit graphe pour vous expliquer comment est-ce qu'on acquiert nos données. Donc on reprend le petit schéma là et on a un petit zoom. Donc ici, on va avoir l'océan avec nos petits récepteurs. Et ici, la croûte continentale ou océanique avec différentes petites couches géologiques. Et en fait, chacune de ces couches va être caractérisée par des paramètres élastiques qui peuvent être, dans mon cas par exemple, la vitesse à laquelle les ondes sismiques vont se propager dans le milieu.
On peut aussi prendre la densité, la porosité du milieu, mais dans mon cas, moi, je m'intéresse aux vitesses sismiques. Et ici, on va avoir une discontinuité entre la croûte et le manteau qu'on va appeler MOO. Je le mets en rouge parce que je vais vous en reparler plusieurs fois dans ma présentation. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une source sismique aussi à attacher à un petit bateau qu'on appelle un seismic vessel, qui va générer des ondes sismiques qui vont se propager en profondeur, qu'on va enregistrer au niveau de nos récepteurs. Et donc, nous, nos data, ça va être en fait des séries temporelles au niveau de chacun de ces récepteurs, à chaque fois qu'on va activer notre source sismique. Et ces séries temporelles sont une fonction de nos paramètres qu'on veut récupérer. Donc de là, on a deux choix. Si jamais vous avez un modèle de Terre et que vous connaissez déjà vos paramètres, vous pouvez générer vos data sous forme de séries temporelles. C'est ce qu'on appelle l'étape de forward modeling en géophysique. Maintenant, si on veut faire l'inverse, partir des data pour revenir à nos paramètres, c'est ce qu'on appelle faire une inversion. Donc, dans mon cas, c'était l'objet de mon sujet de thèse. Et c'est ce qu'on va voir. Maintenant, à quoi ça ressemble des données sismiques et à quoi ça ressemble un modèle sismique? Donc ça ressemble à ça. Donc en gros, on va avoir un cube en x, y et en temps. Et chaque position x, y va correspondre en fait à une position de mon récepteur sur ma grille de données. Et pour chacune de ces positions, on va avoir une série temporelle qui ici va être de par exemple 30 secondes. Donc là, ce que vous voyez, c'est une coupe par exemple pour une position y donnée. J'ai un profil en x et en t. Et ici, en distance, c'est en fait la distance entre la source et le récepteur. Donc au niveau de 0, c'est la position de la source. Et là, il y a des récepteurs qui sont placés jusqu'à 80 km de distance de ma source. Et donc ce qu'on voit, mes données, ça ressemble à ça. En gros, c'est si on regarde le petit carré jaune, ça va correspondre à des ondes sismiques qui se sont réfléchies au niveau de discontinuité dans la subsurface, qui vont remonter et qui en fait ne se sont pas propagées très profond, si vous regardez. Et maintenant, si on regarde au niveau du carré noir, les ondes se sont propagées beaucoup plus profond, mais évidemment, il faut placer les récepteurs beaucoup plus loin de la source, donc en termes de logistique, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça, c'est les données avec lesquelles je joue. Et enfin, si on regarde un petit peu à quoi un modèle de vitesse de la Terre ressemble, là, c'est un exemple qui est pris en fait au large du Japon, parce que ma directrice de thèse avait fait une étude suite au séisme de 2011 qui a généré le tsunami que vous connaissez tous. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites pour caractériser la zone de subduction au large du Japon. Et en fait, ici, la méthode d'inversion que moi aussi j'ai utilisée pendant ma thèse a permis d'imager de manière extrêmement précise en fait, la croûte océanique qui plonge sous la croûte continentale. Et là, les petits ronds, c'est le fond de la mer, c'est les récepteurs placés sur le fond de la mer. Et la couleur représente en fait la déviation des vitesses par rapport à une moyenne qui a été faite dans le modèle et qu'on a soustrait. Donc cette méthode d'inversion, elle est très très puissante en fait pour développer des modèles avec des discontinuités dans la subsurface. Et ce qui est important de voir, c'est d'une part sa résolution, qui est directement lié à la longueur d'onde des ondes sismiques que vous allez avoir dans la subsurface. Et en fait, des paramètres très importants de l'aversion qui vont servir à faire, comme en machine learning, un petit peu du parameter tuning, vont être d'une part, quelle fréquence vous avez dans votre source sismique, parce que ça va directement influer sur la résolution, à quelle distance vos sources et vos récepteurs sont placés, parce que du coup, vous n'allez pas pénétrer plus ou moins profond dans la subsurface, et également combien de sources et combien de récepteurs vous avez, parce que plus vous avez de données, plus vous allez avoir une image précise. Et enfin, le choix de la fonction objective, dont je ne parle pas dans cette présentation, mais qui est très important. Ça m'a permis d'obtenir des résultats plus précis. Alors, maintenant, la méthode d'inversion. La méthode d'inversion, Full Waveform Inversion, est une méthode d'optimisation locale dont vous avez pu entendre parler dans le contexte du machine learning. L'idée est de partir d'un modèle de vitesse M0 que vous bâtissez. Vous générez des données synthétiques à partir de ce modèle. D'autre part, vous avez vos données qu'on a vues précédemment, que vous allez préprocesser pour les cleaner un petit peu. Vous faites la différence. Et si votre misfit est plus petit qu'un certain critère que vous définissez, vous convergez ou vous updatez avec des modèles de gradients. Vous avez plusieurs saveurs avec régularisation ou pas.
Donc mon pipeline, moi, pour mon inversion, consiste voilà, à construire ce velocity model, préparer les données, faire du parameter tuning sur les paramètres de l'inversion et enfin regarder et interpréter les résultats. Donc construire le modèle de vitesse en fait a été déjà un des accomplissements majeurs pour le gouvernement australien. Vous allez voir, il n'est pas compliqué, mais en fait il y avait pas beaucoup de données accessibles dans cette zone-là. Et en fait c'était des données disparates où ils donnaient un point de données par-ci par-là. Et donc l'idée de concaténer ces données-là a été déjà une bonne source de compréhension pour les géologues qui travaillent dans cette zone-là. Donc voilà à quoi ça ressemblait le modèle de vitesse initial. Donc en fait là on est en train de regarder à une coupe en dessous de cette ligne orange. Donc on a une ligne longue de 300 km ici et profonde jusqu'à 30 km. La petite ligne bleu foncé que vous voyez peut-être un peu, c'est le fond de l'océan. Donc là on regarde dans cette direction et le fond de la mer descend entre 600 et 1200 mètres. Et du coup, c'était un profil 1D qui a été fait par rapport à une moyenne des données qui m'étaient disponibles et des petits points qui plaçaient la discontinuité entre la croûte et le manteau, donc ici le MOO, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en comparant à d'autres zones similaires du globe et ces points-là, on commence par faire voilà, une discontinuité horizontale parce que c'est très simple. Du coup, on a nos données d'entrée. Donc tout à l'heure, je vous ai montré la coupe de ce côté-ci seulement, et là on a quelque chose de symétrique parce qu'on va avoir une source ici et des récepteurs placés à des distances des deux côtés de la source, et on a nos données. Donc ça c'est les données de terrain, et là on a les données synthétiques qui sont générées par le modèle initial. Et donc ce que vous voyez, si je fais un peu de back and forth, c'est que les données à ce niveau ici, donc en fait les offsets proches et les profondeurs peu profondes, les quelques premiers kilomètres sont assez bien modélisés, mais si vous regardez ici la courbe des ondes, eh bien on modèle pas très très bien, et c'est tout simplement parce que évidemment c'est pas du tout géologique ou réaliste d'avoir ça. Donc du coup, le modèle va updater ce qui se passe, mais il faut aussi qu'on fasse du parameter tuning. Et en gros, ça, c'est l'objet du slide d'après, où je vais vous expliquer à quoi ressemblent ces grosses bananes. Donc en géophysique, on n'appelle pas ça des bananes, on appelle ça des Inversion Unitary Kernels. Mais en gros, qu'est-ce que ça représente? C'est, ici, si vous avez une source là et un récepteur là, eh bien, vous allez en fait enregistrer une série temporelle de 30 secondes. Si vous transformez ça dans un espace de Fourier, donc avec des espaces de fréquences, vous pouvez isoler ces fréquences. Et en fait, ce que ça va vous représenter, c'est la zone de la subsurface qui va être illuminée par cette source et par ce récepteur dans un temps de 30 secondes. Donc la banane centrale ici, c'est une première zone de Fresnel qui est similaire à ce qui peut se faire en interférométrie. Donc si on regarde comme ça, ce qu'on voit, c'est que si pour la même fréquence, j'éloigne ma source et mon récepteur, je vais illuminer une zone de la subsurface complètement différente, ce à quoi on peut s'attendre. Si maintenant on monte à des fréquences plus hautes, j'ai toujours des bananes, mais mes bananes, maintenant, elles sont beaucoup plus fines. Donc, elles vont illuminer une zone qui est beaucoup plus restreinte. Et ça, c'est directement dû au fait que la résolution de l'algorithme est liée à la longueur d'onde et donc à la fréquence. Donc ça, c'est très important de savoir en avance quelle fréquence vous avez dans vos datas et la distance entre la source et le récepteur, parce que si par exemple ma target à moi, elle est entre les zones pointillées en noir, il faut que je sache si les offsets dont j'ai besoin sont présents. Et maintenant, donc ça c'est pour une source, un récepteur, une fréquence. Si vous sommez tout pour faire votre inversion, vous allez obtenir une espèce de encore plus grosse banane, comme ça. Et ici, on va voir l'influence d'un autre paramètre, donc le source receiver sampling, qui est en gros à combien sont espacés vos sources et vos récepteurs. Donc par exemple là, j'ai plein de sources, je les ai mises presque toutes en continu en surface, et j'ai des récepteurs tous les 1 km. Si on regarde, la zone d'interférence est assez large ici, ce qui veut dire que je vais illuminer presque toute cette zone dans la subsurface. Si maintenant, je rends mes récepteurs beaucoup plus sparses, donc tous les 6 km ou tous les 18 km, on voit que la zone d'overlap est beaucoup plus petite, et en fait,
eh ben, on voit qu'on a beau avoir, par exemple, je ne sais pas, tous les offsets qu'on veut, toutes les fréquences qu'on veut, si on n'a pas assez de sources, pas assez de récepteurs, on va au final illuminer une zone qui est très petite et on ne va pas avoir un modèle satisfaisant. Donc ça, c'était tout ce qui était la question parameter tuning. Et enfin, les résultats. Donc ça, c'est le starting model que vous avez vu tout à l'heure. Je mets cette petite ligne-là parce que dans le contexte de mes bananes à moi, en fait, justement, je n'avais pas suffisamment d'overlap en dessous de 5 km, de 3 km pour updater mon modèle. Donc du coup, le modèle n'est pas updaté dans cette zone-là. Mais si on regarde ce qu'on a à la fin, on a quelque chose qui est beaucoup plus géologique et qui nous apporte en fait beaucoup d'informations. Donc je fais un petit back and forth plusieurs fois. Ce qu'on voit, on voit deux choses. On voit déjà que l'interface, que j'aurais dû surligner un petit peu, entre la croûte et le manteau, augmente en profondeur quand on s'approche du continent, ce qui est parfaitement logique en termes géologiques parce que sous la croûte océanique, à peu près là, le Moho va être à 6 km et peut descendre jusqu'à 60 km en dessous des continents. Donc ici, on a une profondeur qui augmente graduellement entre 20 et 25 km. Et on a également des zones de vitesse sismique plus élevées qui deviennent plus épaisses et qui caractérisent en fait exactement la transition entre la croûte océanique et la croûte continentale. Donc, du coup, un petit récap de ce qu'on a pu voir, c'est qu'avant, dans les modèles que j'ai pu vous montrer, on n'avait presque pas de visibilité sur ce qui se passait en dessous de 10 km. On ne voyait pas du tout la discontinuité entre le manteau et la croûte. Et la résolution de méthodes tomographiques très simples était de 5 à 10 km. Autant vous dire qu'on voyait, enfin, on n'a rien, quoi. Si on a un point tous les 10 km, ça ne sert à rien à notre échelle. Et grâce aux travaux de thèse, du coup, on voit ce qui se passe jusqu'à 25 km. Le Moho est imagé avec une résolution d'inversion entre 1 et 2 km. Donc du coup, on a un facteur de 5 par rapport à ce qu'on savait avant. Et l'analyse des paramètres d'inversion permet en fait de prévoir à l'avance si jamais vous voulez imager telle zone dans la subsurface et tel type de discontinuité, qu'est-ce que vous avez besoin comme paramètre pour votre acquisition sismique ? Combien de sources et de récepteurs vous avez besoin, quels offsets vous avez besoin, etc. Et notamment, les résultats ont été utilisés pour une autre campagne d'acquisition sismique qui s'est faite cette fois-ci à l'est de l'Australie, donc entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, en faisant partie du Australasian Scientific Ocean Drilling Program. Donc ça, c'était super. C'est d'ailleurs un survey qui s'est fait cette année, donc c'était super de participer à ça. Donc ça, c'est les conclusions. Voilà, on a obtenu une image cool qui a apporté beaucoup d'informations aux géologues, à la fois géologues sismiques et géologues pétroliers, offshore Western Australia. On peut mieux prévoir les acquisitions sismiques, en tout cas dans le contexte là, du gouvernement australien. Et voilà, petite note aussi pour dire que c'est une période très intéressante pour la géophysique et le machine learning, parce que ces deux disciplines sont en train de se rencontrer dans un nombre grandissant de projets, comme par exemple la détection automatique de zones de failles, par exemple. Donc très intéressant pour tout ce qui est monitoring du risque sismique. Des CNN, des Convolutional Neural Networks pour tout ce qui est la prédiction de la sismicité induite par l'injection de CO2 dans des puits, par exemple, ou tout ce qui peut être la fracture hydraulique, et la détection automatique de minerais précieux. Donc voilà, quelques tags de papier qui ont pu sortir à ce propos. Et également, chez Quantmetry, là où je travaille actuellement, voilà, on a certains de nos data scientists ont participé à des challenges pour la probabilité de détection de minerais précieux en Bretagne, et on a fini deuxième. Voilà, donc c'était très bien. Voilà, donc merci de votre attention. Je t'ai vu. Merci pour ces belles images et ces belles explications. Il me semble donc que les plaques océaniques et les plaques terrestres ont des profils disons de croûte différents. Et donc ça doit se voir dans ces réflexions sismiques. Donc, est-ce que vous
pouvez peut-être nous expliquer un peu mieux ce qui les différencie et qu'est-ce que ça génère comme réponse pour vous. Et j'ai entendu dire qu'on avait justement découvert comme ça un nouveau continent, on va dire terrestre, mais enfoui sous l'eau. Oui, alors est-ce que vous parlez du continent enfoui sous les États-Unis, par exemple? Et il me semblait que c'était autour de l'Australie, mais bon. Ah, alors oui, alors de toute façon, en fait, alors je vais déjà répondre à votre première question. Oui, la structure de la côte continentale et océanique est très différente. Alors déjà en termes de profondeur, la croûte océanique va avoir une profondeur maximum d'à peu près 6 km. La croûte continentale en moyenne est à 25 km et va jusqu'à 60 km en dessous des zones de montagne en fait. Donc ça veut dire déjà, bon, on ne regarde pas du tout les mêmes échelles. De deux, elles ne sont pas constituées par les mêmes minéraux, donc ça va être plutôt du basalte pour la croûte océanique et du granit pour la croûte continentale. Et en fait, ces matériaux n'ont pas du tout les mêmes propriétés de vitesse de propagation des ondes sismiques et n'ont pas du tout les mêmes densités. Donc si vous faites propager une onde sismique dans du basalte ou dans du granit et que vous réfléchissez par exemple à la même profondeur, les ondes ne vont pas arriver en même temps. Donc vous allez tout de suite le voir en fait si vous faites quelque chose de très simple, voilà, vous faites distance égale vitesse fois temps, vous obtenez la vitesse. Donc ça c'est la première chose. Et donc la deuxième, en effet, alors moi je lisais plutôt des papiers sur le continent enfoui en dessous des États-Unis, qui est d'ailleurs à peu près à 700 km de profondeur. Maintenant il est dans le manteau, hein, donc c'est pas facile d'imager. En fait, le survey, là dont je parlais à la fin, qui a été entre autres planifié, qui se trouve entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, est en fait un vestige d'un ancien continent qui s'appelle Zealandia, et qui était en fait qui reliait la Nouvelle-Zélande et l'Australie, et qui a été en fait en partie immergé par les mouvements tectoniques entre moins 150 et moins 75 millions d'années. Et le plateau du Lord Howe Rise, que moi, voilà, dont je parlais avant, eh ben, c'est un vestige de ce continent. Voilà. D'autres questions? Petite question, au niveau de technique, c'est quel type de logiciel ou de langage qu'on utilise pour faire toutes ces jolies petites choses? Et est-ce que tu peux développer un petit peu sur la partie géophysique et machine learning, sur des choses qui paraissent les plus prometteuses, on va dire, en termes de convergence un peu des méthodes? Alors, Fortran. Alors, beaucoup de codes de Full Wave Main Version sont encore codés soit en C++, soit en Fortran. Chose que je trouve terrible. Ouais, c'était dur, j'ai pleuré. Je ne connais pas à l'heure actuelle de code qui soit développé en Python. Après, je ne peux pas vous dire avec certitude parce que beaucoup de ces codes, comme ils servent à imager des puits de pétrole à haute résolution, dès qu'ils sont développés en académie, il y a des pétroliers qui rachètent et après, il n'y a plus le droit de savoir. Donc, mais en tout cas, ceux que je connais, c'était 80% en Fortran et 20% en C, quoi. C++ ou C. Donc, c'est pas encore en Python ou en R. Et en fait, en termes de mariage entre la géophysique et le machine learning, je trouve que tout ce qui est, alors j'ai suivi un petit peu, tout ce qui est automatic fault detection par exemple, donc vous imaginez, en fait je sais pas si, j'ai pas... Non, ah c'est dommage parce qu'en fait il y a des zones de faille, j'avais une image avec des zones de faille, et en fait c'est intéressant quand vous voyez des coupes. Moi je pense que tout ce qu'on peut faire avec... alors attendez. Je reviens là, voilà. Donc en fait, nous, en géophysique, on va typiquement faire ce type d'image. Après, on va donner ça à des géologues qui connaissent rien aux maths et à la physique. Mais par contre, ils vont comprendre que, par exemple, là, vous avez une faille. Vous voyez, là par exemple, si on regarde, en fait, c'est très clair qu'il y a une zone de faille parce que... ou par exemple, ces choses-là. Ça veut dire que dans le passé, il y a très longtemps, les couches ont fait ça. Et en fait, ils vont faire des dessins, je plaisante pas, ils prennent des paint, enfin, je sais pas, et ils mettent là, ah là c'est une faille, ah là c'est une faille, ah là il y a quelque chose, et ils font beaucoup ça à la main. Et du coup, on a maintenant une base de données absolument énorme d'images préannotées,
avec des failles, des systèmes géologiques complexes. Et tout ce qu'ils essayent de faire maintenant, c'est de l'apprentissage supervisé, la reconnaissance de patterns dans ces images à partir de celles qui ont été labellisées. Donc je pense que c'est hyper prometteur parce qu'il y a plein de données, parce que tout ce qui est la détection, ce qu'ils appellent la stratigraphie, ils le font depuis belle lurette, donc il y a beaucoup de données. Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas là tout de suite, je peux dire. Et sinon, le papier là sur les neural networks, il est où? Pili, celui ça. Il est sorti il n'y a pas longtemps, il est sorti en février, et je pense que c'est une des premières en fait utilisations de réseaux de neurones pour tout ce qui est la détection en fait d'événements dans des séries temporelles. Donc je pense que ça c'est à suivre de près parce que le papier a fait beaucoup écho. Donc on va en entendre parler en conférence. D'autres questions? Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je suis très impressionnée de parler devant vous parce que tout ce que j'ai entendu là a été fort intéressant et j'espère que beaucoup d'entre vous auront l'occasion d'aller rencontrer des lycéennes et des lycéens, des collégiens et des collégiennes aussi, pour leur parler de ce que vous faites parce qu'il y a besoin de ces rencontres parce qu'ils se rendent absolument pas, et elles se rendent absolument pas compte de ce qui pourrait les intéresser et ce qu'ils pourraient faire dans le futur. Alors, je vais parler de l'association Femmes et Mathématiques. Donc, c'est une association qui a été créée en 1987, au moment où les écoles normales supérieures sont devenues mixtes et où on a prédit, enfin certains et certaines ont prédit, qu'il rentrerait presque plus de filles à Normal Sup en maths et en info. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. On a des années où il y a 0 filles dans une promotion en maths ou en informatique. Donc, on a à cœur dans cette association, donc c'est une association qui comporte 150 personnes à peu près. On travaille beaucoup avec des associations comme Femmes et Sciences et Femmes Ingénieurs. On a des actions en direction du secondaire. Il faudrait du primaire, mais on n'a pas tellement l'habitude de le faire. Et on a des actions en direction des universités, des étudiants, des étudiantes. Et puis, on est toujours sur la brèche, c'est-à-dire le matin, quand on se lève et qu'on se met devant son ordinateur pour travailler sur un sujet qu'on avait laissé la veille au soir, on n'est pas garanti, c'est absolument pas garanti qu'on s'y mette parce que est arrivée une photo de... la dernière fois, c'était la pub de l'étudiant pour un salon de l'étudiant. Il y avait 3 photos, une photo pour le salon des métiers d'avenir, une photo pour le salon des grandes écoles et une photo pour le salon des métiers du social et de la santé. Et vous me voyez venir avec mes gros sabots. Il y avait 2 hommes pour les 2 premiers salons en images et le 3e salon, je ne sais pas pourquoi, mais c'était une femme. Donc on a remué ciel et terre, mais ça occupe, hein. On passe un temps, c'est impressionnant. Des fois on se décourage, mais la plupart du temps, comme on est plusieurs, on se soutient le moral. Donc on a déposé une plainte devant alors attendez que je dise pas de bêtises, c'est un comité de... peu importe. C'est un comité qui s'occupe de veiller à une certaine déontologie de la publicité, mais qui n'ont aucun pouvoir décisionnel, c'est juste consultatif. On a été auditionnés, les gens de l'étudiant et les gens qui s'occupent de mettre la pub dans le métro et dans les bus
visiblement ne comprenaient, c'était 2 femmes, mais elles ne comprenaient absolument rien de ce qu'on essayait de dire. Ça leur passait à 3000 pieds au-dessus de la tête. Elles nous ont pris pour des illuminés, un peu folles, mais elles n'ont vraiment pas compris. Alors, on est aussi amené à faire des remarques dans les ministères, parce que c'est leur sujet, leur priorité, l'égalité femmes-hommes, mais de temps en temps, on se demande, ils oublient, ils font des publicités pour des opérations nouvelles, par exemple, une opération pour faire les devoirs à l'école et pas à la maison, pour essayer que le système scolaire soit un peu plus égalitaire. Et vous ouvrez votre ordinateur le jour du lancement de la pub, et puis, je vous le donne en 1000, qu'est-ce qu'il y avait comme exemple? 2 petites filles. Et qu'est-ce qu'elles avaient, les 2 petites filles? Des problèmes en maths. Voilà. Bon, donc ça nous occupe. Donc ça fait partie des choses qu'on fait. Alors, je voulais vous parler d'une des opérations qui nous occupe beaucoup en termes d'action, pas en termes de revendication ou de vigilance, ce dont j'ai parlé là. C'est des journées qui existent depuis 2009 en partenariat avec une association qui s'appelle Animat. C'est bien le micro quand on parle dedans. Excusez-moi. Et donc, cette opération, c'est des journées qui s'appellent Filles et Maths, une équation lumineuse. Donc, c'est des journées réservées aux filles. Alors, ça n'a pas toujours bonne presse, les journées. C'est pas du tout qu'on veut revenir sur la mixité de l'école, pas du tout. Mais c'est une journée réservée aux filles pour qu'elles réfléchissent à leur orientation à un moment où, sous le regard des garçons, elles se croient obligées d'avoir certains choix dits féminins et où ça leur permet pas de faire tous les choix possibles. Ça leur limite leur horizon. Alors, ces journées, on en fait actuellement une quinzaine par an. À travers la France. Actuellement, en 2017, c'était 10 villes et 15 journées. On a besoin d'argent, ça c'est clair. La priorité de l'égalité femmes-hommes, c'est une priorité du gouvernement, mais c'est une priorité sans argent. Les ministères n'ont pas la possibilité de nous donner des subventions, moins que par le passé. Donc c'est un problème, mais on y tient à ces journées. On pense qu'elles sont efficaces et on a aussi besoin de jeunes comme vous pour venir témoigner lors de ces journées, puisqu'il y a quatre temps forts dans ces journées. Une promenade mathématique, donc c'est un exposé vulgarisé sur une thématique propre à la personne qui vient témoigner. Les ateliers où on parle un peu stéréotypes et impact des stéréotypes, le speed meeting, donc ça c'est quelque chose dont les jeunes sont très friands et friandes parce qu'ils et elles n'ont pas d'idée de à quoi ça sert les maths, à quoi ça sert la physique, à quoi ça sert l'informatique. L'informatique peut-être un peu plus que les autres disciplines. Et on a besoin de gens qui ne soient pas trop éloignés en âge. On a besoin de jeunes qui viennent témoigner. Et c'est des modèles possibles auxquels on peut s'identifier. Parce que dans le genre modèle, qu'est-ce qu'il sort à chaque fois? C'est Marie Curie. Donc Marie Curie, quand on a 15 ans, se dire « ouais, moi quand je serai grande, j'aurai 2 prix Nobel ». Bon, en plus, elle n'est pas toujours présentée comme certainement pas comme une jeune femme, elle est plutôt représentée comme une femme d'un certain âge et pas toujours très rigolote, quoi. Donc il faut venir dans les établissements scolaires pour représenter vos métiers. Et voilà, on a besoin de vous, donc. Et ça peut être de diverses manières. Voilà. Donc je m'arrêterai là. Je vous remercie de m'avoir laissé cette possibilité de vous présenter ces journées et l'association. Voilà, merci. Je suis... Bonsoir à tous et à toutes. Aurélia, je suis co-organisatrice du Meetup et c'était juste pour rebondir sur ce qu'a dit Véronique, parce qu'il y a à peu près 3 mois, j'ai participé en tant qu'intervenante à un speed meeting du coup à Henri Poincaré. Donc c'était très rigolo de pitcher le métier de data scientist en quelques secondes à des jeunes filles de 3e et seconde.
Sur la cinquantaine ou soixantaine de jeunes filles que j'ai rencontrées, il y en avait une qui savait que ça existait. Voilà, donc toutes les autres ne savaient pas que ça existait, et donc a fortiori n'allaient jamais de la vie s'orienter là-dedans, sauf malentendu, rencontre ultérieure. En tout cas, apparemment, l'ONICEP n'est pas encore à jour. Donc voilà, c'était très très chouette comme échange. Il y a différents lieux aussi où c'est organisé. Donc voilà, moi j'y suis allée avec une ancienne speakeuse de Paris Data Ladies, Alice de SNIPS. Donc je vous invite fortement à vous rapprocher de Véronique si vous avez envie d'intervenir ou faire un don ou ce que vous voulez. Et pour rappeler que le rapport Villani a comme objectif 40% d'étudiantes dans le numérique pour 2020. Donc c'est un vœu pieux. Du coup, si vous aimez le challenge, parce que voilà, là, faut trouver quand même le bon angle d'attaque pour les jeunes filles, et que voilà, cet objectif, ça vous parle, je vous invite à vous rapprocher de Véronique. Nous, la petite jeune fille qui savait que ça existait, on la prend en stage de découverte en seconde, du coup, chez nous, pour venir voir un peu plus en pratique comment ça se passe. Donc voilà. Merci. S'il y a des questions, je ne sais pas. Alors, il y a des mathématiciens. Nous, on va s'attacher à montrer des mathématiciennes. Donc, des mathématiciennes, il y en a eu dans l'histoire, on n'en parle jamais. Et des mathématiciennes, il y en a plein, vivantes et dynamiques et jeunes et faisant plein de choses intéressantes. Donc, elles ne demandent qu'à être mises en avant. Donc, il y en a plein. Je vais pas. Alors, sur le site, alors, on n'est pas très doué pour la communication. Mais sur notre site, on essaye de mettre en avant un certain nombre de femmes. Alors, les actuelles mathématiciennes, elles sont un petit peu gênées qu'on les mette en avant. Mais il faut les forcer un petit peu, et puis elles acceptent de témoigner. Et elles se considèrent jamais assez bien pour être un modèle. Ça, c'est un problème. Mais dans les livres en classe, il n'y a aucun exemple. Ça, c'est terrible. Les profs de maths ne connaissent pas forcément les mathématiciennes actuelles, ni les mathématiciens. Quand on fait ces études et qu'on fait des maths, il y a des théorèmes dont on ne sait même pas que c'est des femmes qui les ont démontrés, puisqu'on a pris l'habitude que les noms des théorèmes, c'est tout le temps des hommes. Donc, même quand c'est des noms des pays de l'Est qui devraient être déclinés et nous faire comprendre que c'est des femmes, c'est gommé. Donc, il n'y a aucune participation féminine dans aucun livre de mathématiques. J'ai pas entendu. Vous pouvez en citer une ou deux ? Alors, actuelle, il y a Nicole El Karoui qui fait des finances. Il y a Ingrid de Bauchy. Il y a Nalini, je vais écorcher son nom, Nalini Rahamataran. Annick, Claire Voisin, enfin, il y en a. Michel Verne, il y en a plein, des mathématiciennes. Merci. D'autres questions ? Bon. Merci. Et juste avant de clôturer, on va appeler Julia, qui doit être quelque part par... Ah ben oui, qui est juste là, qui va nous présenter une conférence qui arrive bientôt. Bonsoir. Donc, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, à un autre meet-up, j'ai fait la même annonce. Les organisateurs d'Isère commencent à me connaître. C'est peut-être la dernière fois. Mais donc, le 17 mai, il y a une conférence qui est autour de la data, qui s'appelle DataXD. Où on va parler des aspects techniques liés à la data science, mais aussi au data engineering. Je vous invite à aller regarder. Le programme a été publié la semaine dernière sur le site. Et je suis contente d'avoir réussi à avoir quelques speakers, dont notamment Aurélia. On n'est pas à 50%, mais bon, ça, ça va. Et dernière chose, à travers le site du Meetup, je vais partager un code de promotion de 30%.
Si vous avez envie, venez. C'est le 17 mai. Voilà, pareil, dans le 11e arrondissement. Merci. Donc, merci à tout le monde d'être venu. Merci à Deezer de nous accueillir pour la salle, pour le buffet. Donc, juste la prochaine date, c'est début juin. Donc, je vous invite à noter la date. Et petit rappel, on a un Google Form pour toutes celles qui auraient envie de venir présenter ou pour nous accueillir pour une prochaine session. Donc, je vous invite à aller voir. Et voilà. Donc, cocktail. Bonne soirée.